Thomas Sankara, il y a de cela quelques années, avait dit avec beaucoup de lucidité que l'impérialisme pouvait se matérialiser au travers de l'assiette. Qu'est-ce que les gens mangent, mais aussi comment est-ce qu'ils s'habillent. Je pense que les Américains sont ceux qui ont le mieux compris aujourd'hui sur cette planète à quel point il est facile d'imposer sa manière de voir et de penser dans le monde entier au travers de sa culture. Et voilà pourquoi est-ce que la plupart des enfants dans le monde entier essaient d'être un peu comme des Américains. Ceci passe par le fait qu'on a vu des films ou même des clips qui nous ont donné des idées. D'ailleurs, je me rappelle de moi quand j'étais tout petit, la première fois que j'ai vu La Fureur du Dragon, je suis sorti de la maison et j'ai commencé à me prendre pour un petit karatéka qui allait faire du kung-fu et tout casser autour de lui. Ça, c'est la puissance de la culture. Et il se trouve que nous, les Africains, malheureusement, nous négligeons énormément la culture comme étant un vecteur de colonisation. Aujourd'hui, nous subissons énormément de culture étrangère dans notre communauté et malheureusement, nous avons pas mal honte de notre culture. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'une invitée exceptionnelle, le chef Anto, qui en réalité a décidé de militer au travers de la cuisine pour revaloriser l'Afrique. C'est une interview extrêmement riche parce que comme vous allez le comprendre dans cette vidéo, la cuisine ce n'est pas que ce que l'on mange, c'est aussi une arme culturelle mais aussi politique. Asseyez-vous parce que vous allez apprendre, je l'espère, énormément de choses au travers de cette interview. C'est vraiment quelqu'un à suivre. Et puis comme d'habitude, ce dimanche, elle sera en direct avec nous sur la chaîne pour pouvoir nous en dire un peu plus et répondre aux questions que vous voudrez bien lui poser, que j'aurais éventuellement oubliées autour de cette interview. Alors, comme d'habitude, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on est sur Investir au pays, la première chaîne de business de la communauté afro et qui vous donne tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans vos entreprises, en Occident, mais aussi en investissant au pays. Allons retrouver le chef Anto. C'est parti! Salut chef Anto. Salut Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview. Merci de m'inviter. Non, mais c'est un plaisir pour nous. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis le chef Anto, d'origine gabonaise et je suis chef privé, spécialiste des cuisines d'Afrique. Je propose à mes clients des expériences ou de l'apéritif jusqu'au café. Je leur propose de découvrir des produits, des recettes traditionnelles d'Afrique, mais qui sont retravaillées de façon moderne. Voilà. Alors, très bien. Je pense que la présentation, elle est parfaite. Tout est dit dedans. Première question pour toi, chef Anto. On est africain, oui. On est né en Afrique, on a grandi là-bas. Comment tu fais pour devenir cuisinière? Parce que je veux dire, dans l'imaginaire des gens, on devient cuisinier quand on a raté sa vie, quel parent rêve que son enfant devienne cuisinier? Donc toi, comment ça se passe pour que tu deviennes cuisinière? Alors, comment ça se passe? J'ai commencé à cuisiner avec ma mère, ma grand-mère, mes tantes un peu à l'âge de 9 ans. Et c'est vrai que déjà à cet âge-là, ma mère me dit quand je ne suis pas là, parce que je suis l'aînée des filles, c'est toi qui me remplaces. Et c'est vrai qu'au départ, c'est plus une question d'éducation, parce qu'une fille qu'on prépare à être une bonne épouse, qu'on prépare à être une bonne maîtresse de maison, doit savoir cuisiner. Donc au départ, je commence comme ça, voilà, c'est plus une tâche ménagère comme tout autre. Mais au fur et à mesure que je grandis, je me rends compte que j'aime ça particulièrement. Et puis, en plus, quand moi je m'ennuyais, moi j'aimais être en cuisine. Ma mère m'a acheté plusieurs fois des livres de cuisine et je cuisinais toujours avec ça. Il y a 2-3 ans, elle m'a ramené un ancien livre de cuisine. On voit les taches d'huile que j'y ai laissées, de farine séchée et tout. Et puis à l'âge de 14 ans, j'ai un commerce informel. Donc je commence à faire des gâteaux à vendre dans ma classe. Et puis après, je vends dans d'autres classes du lycée, je vends dans d'autres bâtiments, je vends dans le quartier. Quand il y a des mariages, il y a des commandes et tout. Et je commence à me faire quand même un bon salaire. En fait, je faisais, je dirais pas salaire, mais plutôt chiffre d'affaires, à peu près 100 000, 150 000. Des fois, ça pouvait aller à 250 000 les bons mois. Ah ouais. Par mois. Rien qu'avec ton petit business Rien qu'avec le petit business, sachant que ma mère m'avait donné au départ 10 000 francs. CFA. Tu as multiplié par beaucoup ton chiffre d'affaires. Exactement. Donc, j'ai multiplié et en plus, je la narguais un peu en disant, voilà, ça c'est pour la bouteille de gaz, ça c'est pour la popote. Et puis des fois, quand elle avait besoin d'argent, elle venait me voir pour me dire que oui, est-ce que tu peux pas me prêter 10 000 et tout. Donc, elle me voyait compter mes billets.
J'ai appris la comptabilité sans savoir que c'était de la comptabilité. Et donc, en grandissant, je me rends compte que finalement, ce lieu-là qui est la cuisine, c'est plus qu'un lieu où je fais une tâche ménagère, c'est vraiment une passion. Et je dis à mes parents, mais moi, j'ai envie d'être cuisinière. Donc, j'ai mon père qui est ingénieur de formation en hydrocarbures, qui a fait quand même l'école des mines dans le sud de la France et qui me dit, mais jamais tu seras une ouvrière, on ne va pas payer des études que tu sois une ouvrière. Et je lui dis, mais papa, tu vas voir, avec la cuisine, je serai riche et célèbre. Il me dit, mais n'importe quoi, tu as déjà vu quelqu'un de riche et célèbre avec la cuisine? En fait, c'était prophétique déjà ce que tu disais. Oui, sans le savoir. En fait, c'était juste, à cette époque-là, je ne mesurais pas vraiment l'importance de mes paroles, mais moi, j'avais dit, c'est la cuisine ou rien. Et c'est ma mère, en fait, c'est là où tu vois que les mamans, elles sont très observatrices, qui va voir mon père, qui lui dit, mais écoute, là, elle ne connaît pas grand-chose. Si on l'envoie en France faire de la cuisine, au pire, quand elle revient, elle va travailler dans une ambassade. Au mieux, elle sera même à la présidence de la République. Donc, c'est sûr que cuisinier à la présidence de la République, c'est plus de standing que cuisinière. Bien sûr, du quartier. exactement. C'est déjà un peu plus valorisant. Et c'est ça qui fait en sorte que papa me laisse. Le fait d'avoir vu déjà ce que j'étais capable de faire avec le peu des connaissances que j'avais. Et c'est comme ça qu'il décide, il me dit, bon, on va faire le dossier de demande de bourse. Parce qu'à cette époque-là au Gabon, le Gabon, en fait, comme on n'est pas nombreux en termes d'habitants, pour éviter la fuite des cerveaux, quelles que soient les études que vous voulez faire, si vous avez de bonnes notes à l'école, on vous paye vos études. La seule chose qu'on vous demande, c'est de signer un engagement décennal qui fait que quand vous avez fini vos études, vous vous engagez à revenir travailler pendant 10 ans pour servir votre pays. Donc, comme moi, mon objectif, c'était de partir pour revenir, donc ça ne me dérangeait pas de signer cet engagement. Donc je fais, en plus j'ai de bonnes notes à l'école, j'ai mon baccalauréat, je vais faire la demande de bourse. Et là on me dit, mais ma fille, sois ambitieuse. C'est pas un métier, la cuisine. Le monsieur que tu rencontres là-bas? Le monsieur qui reçoit les dossiers, il me dit, non mais le Gabon a besoin d'avocats, de médecins, a besoin d'enseignants. Pourquoi tu ne fais pas? Donc il commence à me citer, pourquoi tu ne fais pas notariat? Je lui dis, mais moi j'ai pas envie de faire ça. Moi, c'est la cuisine. Et il me dit, mais ma fille, sois ambitieuse. On ne va pas payer des études. Toutes les filles africaines savent cuisiner. On ne va pas t'envoyer en France faire des études de cuisine. Et donc, en regardant mon dossier, il se rend compte qu'en fait, j'ai de bonnes notes en langue, en français. Il me dit, ben tiens, on va t'envoyer en lettres modernes. Tu vas faire lettres modernes, tu vas être professeur de français parce qu'on a besoin, voici des choses dont le Gabon a besoin. On ne va pas t'envoyer faire cuisine. La cuisine, ça apporte quoi? Et donc, c'est comme ça que le Gabon me réoriente en lettres modernes pour être à l'université Omar Bongo. Et donc, je suis déçue et je me dis, non, mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Donc, je me dis, c'est pas grave, en fait, je vais faire ça en même temps que l'école, comme ce que j'ai fait quand j'étais au lycée. Sauf que l'année où je devais être en lettres modernes, elle est décrétée année blanche parce qu'il y avait souvent des grèves, enseignants, étudiants. Et donc, le président Omar Bongo, l'ancien président, donc il dit, voilà, année blanche. Et je me dis, ben, tant mieux, ça va me laisser plus de temps pour rester en cuisine. Tout à fait. Donc, au lieu de continuer donc, au lieu d'être à l'université, je faisais toujours mes gâteaux. Mais cette fois-ci, c'est ma sœur qui vendait dans son lycée. Et c'est comme ça, je mets des sous de côté. Et ma mère dit à mon père, bon, elle est née en France pendant qu'eux, ils étaient étudiants. Moi, je suis née en France pendant qu'ils étaient étudiants. Et donc, on va faire les démarches, puisque je n'ai pas la bourse du Gabon, à faire les démarches pour que, administrativement, ce soit plus facile pour moi lorsque je viendrai en France. Donc, depuis le Gabon, je fais une demande de double nationalité pour pouvoir venir en France. Et cela m'est accordé. Donc, c'est comme ça que j'atterris en 2002 à Grenoble, dans un lycée hôtelier, où j'apprends la première année. En fait, c'est une année de mise à niveau. J'apprends ce que les autres ont appris de la seconde jusqu'au baccalauréat professionnel. Et je suis juste heureuse parce que j'apprends tellement de choses. Et surtout, je me rends compte que finalement, par rapport à d'autres Français, il y avait des choses que je maîtrisais mieux qu'eux. Notamment vider un poisson. Ah bah oui. Écailler, vider le poisson, lui dire ça, c'est des choses, c'est la base quoi. Ouais. Et tout, mettre les doigts enlevés, le truc sanguinolent, pendant que je me rappelle de cette collègue de classe, Emmanuelle, qui est tombée dans les pommes quand elle a vu le sang du poisson.
Alors, je disais, mais c'est quoi ça? Donc, moi, je vidais ça en kilo. Donc, souvent, certains me disaient, mais est-ce que tu peux me faire ça? Je dis, bah oui, et tout. Donc, finalement, je me rends compte qu'il y a des facilités comme ça que j'ai. Et puis, au fil des années, ben, j'ai fait différentes écoles, différentes Mais encore à formations, consulter ton cursus, parce que voilà. du coup, quand tu es dans cette école-là, qu'est-ce que tu vas apprendre finalement en cuisine quand tu arrives? En fait, quand tu arrives, donc, la première année, tu apprends d'abord tout le patrimoine français. Oui. Donc notamment les produits, les recettes traditionnelles, il faut les Ça, connaître. c'est enseigné à l'école en fait. Ah oui, ça c'est enseigné à l'école. En fait, on te dit c'est quoi une blanquette et qu'est-ce qui n'est pas une blanquette. Dans une blanquette, voilà, tu as tel ingrédient. Si tu rajoutes un autre ingrédient, c'est pas une blanquette, c'est autre chose, mais c'est pas une blanquette. Donc tu apprends. En fait, je me rends compte que la cuisine française est très codifiée. Oui. Donc tu apprends ça, tu apprends l'histoire, comment les recettes ont évolué aussi, les premiers grands chefs français, tu apprends le terroir, donc les vins, les fromages, tu apprends comment choisir un bon vin, comment choisir un bon fromage, les alcools, le service, parce que cette première année, tout est confondu, donc tu fais aussi bien la cuisine que le service et aussi bien l'hébergement. Donc tu apprends à te tenir debout, on faisait même le tour de l'école avec les assiettes alignés sur les mains, donc comme les serveurs. Donc, tu apprends tout ça. Et après, je fais un BTS, donc option art culinaire, art de la table, art du service, où là, tu te spécialises vraiment dans le domaine de la restauration. Et là, tu vas apprendre à créer ta propre cuisine et à manager du personnel. Donc, ça, c'est ce que je fais en BTS. Après, donc j'avais bac+2, mon père me dit mais c'est pas suffisant, attends, bac+2, parce qu'on a toujours ce syndrome-là de beaucoup d'études. Bien sûr. Donc je fais donc une licence, direction d'unité de restauration, où j'apprends à gérer un restaurant, à gérer du personnel, à gérer, donc tu as tout le domaine comptabilité, gestion que l'on fait à ce niveau-là. Et puis après ça, je monte à Paris, parce que j'avais découvert l'univers événementiel. Et je me dis toujours dans l'optique de rentrer au Gabon, mais au Gabon, on n'a pas ça, parce que quand il y a les événements, c'est souvent dans les hôtels, où ce sont les mamans qui cuisinent. Et je vois tout le côté événementiel des événements. Donc, je me spécialise encore dans l'événementiel et je fais en 2 ans une formation qui s'appelle Bachelor Restaurateur, où tu apprends en 2 ans tous les métiers de l'événementiel, donc que ce soit la cuisine, la pâtisserie, la logistique, donc tout ce qui est location de vaisselle. Tu apprends à faire des devis, des factures, donc tout ce qui est commercial. Et tu apprends la décoration. Donc tu travailles chez un fleuriste, donc tu apprends à faire des compositions florales, des centres de table et tout ça. Et à la fin de ça, l'école proposait un échange universitaire pour aller aux États-Unis. Donc, je vais aux États-Unis pendant 1 an. Et en plus, j'étais étonnée parce que les autres de ma classe, personne ne voulait aller aux États-Unis. C'était tout frais payé, nourri, logé pendant 1 an. Tu payais juste ton billet d'avion, mais les gens disaient ouais, mais les États-Unis c'est nul, on mange pas bien. Ah oui, on mange pas bien, mais qu'est-ce que les États-Unis on va apprendre là-bas et tout. J'ai dit mais vous rigolez. J'ai dit moi africaine, on me demande d'aller aux États-Unis pendant 1 an, tout frais payé. Je réfléchis pas. États-Unis. Donc je pars aux États-Unis. Donc on fait 6 mois à l'université Johnson & West qui est à Providence, pas loin de Boston. Je me dis c'est l'occasion de bien parler anglais et tout ça. En fait. Okay. Et après, on travaille dans un hôtel Hilton en Caroline du Sud. Et j'admire beaucoup les Américains parce que je me rends compte que c'est des bosseurs. Et ce que je découvre là-bas, c'est qu'en France, ils ont le savoir-faire, mais là-bas, ils sont nos limites. Il n'y a pas de frein dans la création, dans la créativité. Et donc, après ça, je me dis, bon, j'ai fait le tour. Je parle anglais, maintenant je peux rentrer au pays puisque le Gabon m'attend. Bien sûr, la présidence. Et là, parce qu'en plus on était 4 copines à venir pour faire nos études. Donc 3 étaient rentrées, avaient trouvé du travail. Donc je me dis, bah, moi ça va être pareil, je vais rentrer, trouver du travail. Mais avant de tout quitter ici, je décide en fait d'aller pendant les vacances, pour tâter un peu le terrain. Sachant qu'avant de partir, on a un journal spécialisé dans l'hôtellerie-restauration qui s'appelle Hôtellerie-Restauration. Et je vois une annonce où il y a un grand hôtel à Libreville qui cherche justement un chef là-bas. Et je me dis, ben, je vais postuler.
parce que j'ai fait l'école. En plus, mon dernier travail, j'étais sous-chef, donc je vais aller postuler. Et donc, quand j'arrive, je suis surprise de voir que malgré tous les sacrifices que j'avais faits, finalement, on ne m'attendait pas. Parce que quand je vais postuler avec mon CV, la dame, j'arrive à l'accueil, elle me dit « Ah non, pour ce poste-là, on ne veut pas de femme. » Je dis « Mais madame, regardez mon CV, je ne suis pas n'importe quelle femme. Ben oui. J'ai fait de grandes écoles, j'ai travaillé avec des meilleurs ouvriers de France, je parle anglais, je reviens des États-Unis, j'étais dans un 4 étoiles qui est le même standing que ceux qu'il y a ici. » Et elle me dit « Non, les femmes ici, c'est bien pour cuisiner à la maison. Ils ne vont pas te prendre. De toute façon, ils m'ont dit pour ce poste-là, on ne prend pas de femmes. » Waouh. Donc je me dis, oh bon, c'est pas grave, je vais prendre un crédit. Tu n'as pas appelé SOS féministe Non, j'ai pas appelé, j'aurais pu, parce que j'ai essayé d'insister, mais elle me disait c'est mort. Donc je repars de là en me disant que oui, de toute façon, ils ne connaissent rien et tout. Ouais, tu es dégoûtée. Oui, tu es dégoûtée parce que, surtout moi, je me disais que ce que j'apportais à cette enseigne, c'est j'ai l'expérience française, j'ai l'expérience américaine. En plus de ça, je vais vous coûter moins cher qu'un expatrié. Bien sûr. Parce que j'ai découvert qu'après, c'est un expatrié qui a été embauché à ce poste. Donc, j'allais leur coûter moins cher. En plus, je connaissais les produits locaux. Donc, j'allais vraiment apporter quelque chose. Et j'étais déçue de voir que finalement, ça n'intéressait pas. Et donc, je dis, c'est pas grave, je vais prendre un crédit à la banque. Mais je découvre encore à cette époque-là, mais on me dit, mais on ne prête pas pour ouvrir un restaurant. Si tu veux ouvrir un restaurant, mets-toi avec un ministre, un fils d'eux, il va mettre son argent, toi tu vas ouvrir le truc et tout. Et je dis, mais moi je ne peux pas faire ça parce que déjà c'est dangereux. Si jamais on ne s'entend pas après et qu'il me met dehors, en fait j'ai construit quelque chose et finalement, voilà. Et surtout parce que aussi dans nos pays, alors ça commence à changer, on connaît un restaurant, non pas à cause du chef, mais parce que c'est le restaurant du fils du ministre tel. Tout à fait. Et moi, je n'avais pas envie que mon restaurant soit connu parce que c'est le ministre tel qui a mis son argent, mais parce que c'est moi qui cuisine. Donc, je dis, ben, c'est pas grave, je rentre en France. Ce qui est normalement le cas en France ou ailleurs. Oui. Hein. On connaît un restaurant à cause du chef qui est derrière. À cause du chef qui est derrière, même s'il y a un grand entrepreneur qui a mis son argent dedans, on n'entendra jamais parler de lui, on vient à cause de celui qui fait à manger, ce qui est normal puisque c'est le cœur du métier. Enfin, les gens ils vont pour manger et voilà. Et donc je rentre en France un peu à contre-cœur, donc je commence à travailler en France. Et puis quand je commence à travailler, j'ai toujours cette frustration parce que moi quand je suis venue, c'était pour retravailler nos cuisines de façon moderne. Et donc je me lance finalement en fin 2015, je me lance, surtout que mon mari me disait « Mais moi, je t'ai toujours connu, tu m'as dit que c'était ce genre de cuisine que tu voulais faire, ben, fais-le. Et puis, on verra bien. En revanche, je te donne 2 ans. Si dans 2 ans, ça ne marche pas, parce que la cuisine, en tout cas tout ce qui concerne les cuisines africaines, moi, je vois ici, ça n'a pas l'air de marcher, ça n'intéresse pas. Dans les restaurants africains, il n'y a que des Africains qui vont là-bas. Et toi, quand je te vois, le type de client que tu veux toucher, ce n'est pas beaucoup les Africains. Donc, si dans 2 ans, ça ne marche pas, ben, trouve un métier voilà, dans un restaurant classique. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'en début 2016, je vais me lancer d'abord comme chef privé. Parce que je me rends compte que c'est une nouvelle forme de restauration. Donc, tu es cuisinier, tu es chef, sans avoir de restaurant. Donc, chef privé, on travaille aussi bien dans un domicile d'un particulier, mais ça peut être aussi une entreprise qui a privatisé un lieu pendant une période donnée et il faut faire la cuisine pour eux. Ça peut être dans un bateau, un yacht, où on va pendant plusieurs semaines cuisiner pour une famille. Ça peut être aussi dans un restaurant éphémère, donc pendant 1 semaine, 2 semaines, des fois 1 mois. Ça peut être aussi durer 3 mois, cuisiner dans un restaurant éphémère. Et je trouve ça génial parce que c'est un métier qui devient flexible, ce qui n'est pas le cas quand on a un restaurant physique. Ouais. Voilà. D'accord, très, très, très intéressant. Du coup, tu démarres donc comme chef privé, mais comment tu fais pour décoller? Puisque c'est quand même un univers ultra concurrentiel. Et qu'est-ce qui fait que très rapidement tu te démarques?
Alors, ce qui fait que je me débarque, au départ, je commence par mon entourage. Mais je me rends compte qu'ils ne sont pas réceptifs à ce que je veux faire. Parce qu'on me dit, ah, ton truc là, il y a tes feuilles de manioc, il y a trop de chichi. Que oui, il n'y en a pas beaucoup dans l'assiette. Oui, ça, oui, ce mais sont les Africains. ça, ce sont les Africains qui me disent que oui, mais pourquoi tu as fait comme ça? Mais tu mets trop de temps, il y a trop de... fais simplement. Mais en fait, je n'ai pas envie de faire simplement. J'ai envie de montrer vraiment que notre cuisine peut être aussi gastronomique, peut être travaillée. Sophistiquée. Exactement. Oui. Et je me rends compte, en fait, ce n'est pas la bonne cible. Et là, en faisant des recherches, je découvre en fait 2 plateformes sur Internet qui ressemblent un peu à Uber aujourd'hui. Et en fait, ce sont des plateformes où on est référencé par type de cuisine. Donc, tu as différents types de cuisine avec nos menus. Donc, tu as notre profil avec les menus qu'on propose, les tarifs. Et les gens commandent en ligne, payent directement en ligne. Tu as tes disponibilités qui sont affichées. Et donc, la personne, quand elle réserve, elle sait que tu es disponible à telle date. Et quand je vois ça, je regarde, je me rends compte qu'il y a tout, sauf toutes les cuisines d'Afrique subsaharienne. On a des chefs du Maghreb, mais Afrique subsaharienne, il n'y a rien. Et je me dis, ben moi, je vais proposer une cuisine africaine, mais Afrique subsaharienne. Donc au départ, donc quand je postule, les recruteurs, ils me disent oui, votre profil est intéressant, les maisons que vous avez faites et tout, c'est intéressant, mais je ne suis pas sûre que vous allez trouver tout de suite des clients parce que personne ne connaît. Ils disent déjà, exactement, ils disent déjà quand on a un nouveau chef, ils mettent du temps à avoir des premiers clients. Un nouveau chef qui fait une cuisine française classique, mais en plus vous c'est quelque chose de vraiment très spécifique. Donc c'est pas sûr que vous allez trouver tout de suite. Ça peut prendre 1 mois voire plus avant d'avoir les premiers clients. Donc je dis c'est pas grave, moi le but c'est de pouvoir avoir des clients, sachant que eux ils mettaient vraiment leur carnet d'adresses au service des chefs. Et sur 500 chefs qui étaient référencés sur ces différentes plateformes, j'étais la seule à proposer une cuisine vraiment Afrique subsaharienne. Et donc, 1 semaine après, j'ai ma première demande. Et j'étais tellement contente parce qu'eux-mêmes étaient surpris. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça. En général, quand c'est vraiment des cuisines très typées et tout, ça met beaucoup de temps. C'est la première fois qu'on a quelqu'un qui vraiment demande comme ça. Et j'étais franchement très contente. Et donc cette première commande? Cette première commande, en fait, c'était une dame qui fêtait les 50 ans de son mari. C'était un anniversaire surprise d'ailleurs. Un grand appartement dans le 17e arrondissement à Paris, 200 mètres carrés, qui a un grand baby-foot au milieu du salon, je m'en rappelle encore. Et donc, elle me contacte, elle me dit voilà, qu'elle a une copine ivoirienne, qu'une fois, elle était allée à un mariage et elle avait été un peu déstabilisée parce qu'on lui avait donné un os de poulet. En fait, c'était un cocktail et elle avait un pilon. Et elle avait son sac Hermès et elle avait dû manger le pilon de poulet comme ça. Elle en avait plein les dents, elle avait l'os comme ça dans la main, elle ne savait pas trop quoi en faire. Et elle disait que les photos, quand j'ai vu les photos de ce que vous proposez, ça a l'air plutôt chic. Et comme mon mari et moi, on adore l'Afrique et tout, donc c'est son anniversaire surprise, c'est pour ça qu'on fait appel à vous. C'est comme ça qu'on a fait cette prestation. J'avais emmené mon maître d'hôtel et en plus la cuisine était ouverte sur le salon. Et donc il y avait les odeurs, les gens pouvaient nous voir en train de cuisiner, voyaient les produits et ils étaient particulièrement contents parce qu'ils voyaient qu'on travaillait proprement. Ils voyaient les produits qu'on leur présentait, on parlait de l'histoire des produits et à la fin de ça, elle était tellement contente. Elle m'a dit franchement, c'est génial ce que vous faites, continuez. Et elle me laisse un avis de 5 étoiles sur le site. Et suite à ça, en fait, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient tester, mais qui n'osaient pas, qui se sont dit, le premier qui teste, s'il met 5 étoiles, ben on va tous là-bas. Et suite à ça, en fait, j'ai eu une avalanche de demandes. Parce que les gens, quand elle m'a laissé 5 étoiles, les gens étaient hyper contents. Et tous les autres qui ont suivi m'ont laissé 5 étoiles. Donc, ça faisait que ça enchaînait. Et c'était juste génial. Et c'est là où je me suis rendu compte, finalement, il y a une demande à Paris. Il y a une demande, mais souvent, les gens sont réticents. Parce que je demandais beaucoup à mes clients, mais est-ce que vous êtes déjà allé dans un restaurant africain sur Paris? Est-ce que vous êtes déjà allé en Afrique? Et 98% me disaient non, on n'est jamais allé dans un restaurant, on n'est jamais allé en Afrique.
mais on a envie de découvrir. C'est juste que ce qu'on voit ne nous donne pas vraiment envie. Et quand je leur demandais, mais qu'est-ce que vous voyez? Ils disent, mais vous n'avez jamais vu aller sur les sites comme TripAdvisor? Et c'est vrai, moi, je suis allée voir. Des fois, tu as des gens qui prennent des photos de plats quand ils sont dans un restaurant et ça ne donne pas envie, quoi. Ça me permet d'embrayer sur la question que je voulais vraiment te poser, c'est que justement, beaucoup d'Africains ont le sentiment, je ne sais pas s'ils pensent que les Français sont racistes, enfin les Européens, mais beaucoup d'Africains ont le sentiment que les Français n'aiment pas l'Afrique, qu'ils n'aiment pas les Africains. Peut-être que c'est dû à l'histoire coloniale. Et pourtant, dans les faits, je me rends compte qu'à chaque fois qu'un Africain ose franchir certaines barrières mentales, il est très bien accueilli. Prenons le domaine de la cuisine dont tu es en train de parler, par exemple, aujourd'hui. Comment tu expliques, toi, que depuis plus de 60 ans maintenant, date des indépendances, on a pas mal d'Africains qui sont venus en France depuis plus de 60 ans. Comment tu expliques que la cuisine africaine ne se soit pas imposée en France et en Europe plus globalement, alors que des gens comme les Japonais, les Chinois, qui sont arrivés bien après les Africains, même les Mexicains maintenant, sont dans les familles européennes et pas les Africains. Tout le monde connaît les faritas. Tout le monde connaît les burritos, tout le monde connaît Tex-Mex, tout le monde connaît les nems, tout le monde connaît les plats chinois. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique, qui est pourtant très proche, même en termes de langue, on parle français, pourquoi est-ce que l'Afrique ne parvient pas à s'imposer dans la culture française, alors qu'on se rend bien compte que très souvent, quand un Français découvre la cuisine africaine, ben, il n'en revient pas. Et pourquoi, d'après toi? Moi, je me suis rendu vraiment compte de ça. C'est que les gens, quand ils découvrent vraiment, parce que moi, ce que je fais, c'est de leur proposer de l'apéritif jusqu'au café. Ils me disent, mais vous nous avez donné envie d'aller là-bas. Parce qu'ils se rendent compte que finalement, on a énormément de choses. Alors moi, quand j'ai commencé à m'intéresser, je me suis rendu compte d'une chose, c'était déjà une question de code et de langage. Quand on voit les Asiatiques, comment ils mangent vraiment, et ce qui est servi dans les restaurants asiatiques ici, on voit qu'il y a quand même une différence. Moi, le fait d'avoir voyagé, j'ai vu que ce soit en Australie, que ce soit même à Libreville, que ce soit en France ou même aux États-Unis, les restaurants chinois ne proposent pas la même chose. Tout à fait. Parce qu'ils adaptent quelque part leur cuisine aux goûts locaux. Tout à fait. Ils adaptent la présentation aux goûts locaux. Moi, j'ai vu ça, j'étais très frappé à New York. Je suis allé dans un restaurant chinois à New York et je m'attendais à voir ce que je vois dans les restaurants chinois en France. Rien à voir. Bien sûr. Même quand tu commandes le même plat, bien sûr, ce qu'on te sert, c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce qu'ils ont adapté. Tout à fait. Le truc, c'est que nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, nous, c'est comme ça, on mange ça. Ouais. Tu prends pas, c'est comme ça. Ouais. Ça, c'est vrai. Bah oui, je me rappelle la première fois que j'ai emmené des copines, c'est pour mon anniversaire, on est allé dans un restaurant à Porte de la Villette, un restaurant africain, Porte de la Villette. Et il y a une, elle a commandé un poisson braisé, mais elle a été surprise quand elle a vu le poisson entier avec la tête et les arêtes. Et elle m'a dit, Anto, je ne sais pas manger ça, moi. C'est vrai, parce qu'en France, dans les habitudes, on ne mange pas, la tête du poisson entier, et on ne mange pas avec les arêtes. Bien sûr, donc elle m'a dit, très vrai. Et du coup, quand ils ont un truc comme ça, en fait, ils sont focalisés sur ceux qui ne connaissent pas plutôt que de se focaliser sur le goût. Ils ont peur de se faire étouffer par une arête, ils ont peur que ça soit trop pimenté parce qu'ils ont vu un gros piment posé là, ils ont peur au lieu de se concentrer sur le goût. Or, en cuisine, quand tu apprends à l'école de cuisine, on t'apprend qu'il faut faciliter la tâche du client. Le client ne doit pas chercher de midi à 14 heures pour pouvoir découvrir la saveur. Ça, tout de suite, il doit aller droit au but et surtout, il faut lui faciliter la tâche. Le problème, c'est que nous, dans nos restaurants, la plupart du temps, on n'a pas fait ce travail. C'est comme ça, on mange ça, mais comme ça, tu te débrouilles. Culturellement, on mange comme ça. Je pense que c'est le cas au Gabon. Je quand un homme de poisson, quand tu manges, c'est dans ta bouche que tu commences à écarter les arêtes et on fait ça depuis tout petit. Oui. Donc maintenant, c'est normal. C'est normal. Tu prends. Mais le problème, c'est que moi, je dis toujours, si tu vas en Chine et que tu veux qu'un Chinois te comprenne, tu dois parler chinois. Ouais. Là, on est en France. Si on veut que les Français puissent découvrir, à un moment, il faut adapter au goût français. Ça veut dire, et c'est le travail que moi j'ai dû faire, c'est de me dire comment je peux retravailler notre cuisine sans la travestir pour qu'un Français puisse visuellement avoir envie d'y goûter et pour qu'un Africain qui connaisse
Même si visuellement il dit je ne reconnais pas, mais qu'au goût qu'il puisse dire c'est exactement ça. Tout à fait. Donc c'est vraiment ça aussi le travail. Et on remarque malheureusement dans beaucoup de restaurants, c'est comme au pays. Donc nous, ça nous arrange, mais on se rend compte que ces restaurants-là, c'est des restaurants qui n'accueillent essentiellement que des Africains ou des gens qui sont déjà allés en Afrique. Quelqu'un qui ne connaît pas, il voit ça, il se dit « Ah, c'est pas pour moi parce que ça ne ressemble pas à quelque chose que je connais. » Nous-mêmes, on le voit dans les restaurants asiatiques. Qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, moi, je vois à Libreville, ça va être beaucoup de friture parce qu'ils savent que les Africains, c'est la friture. Et nous, on n'a pas fait ce travail-là d'adapter parce qu'on se dit « C'est comme ça, on mange ça. » Sauf qu'il faut déjà lui donner envie d'aller sur le continent. Tout à fait. Et tant qu'il n'a pas eu une petite porte d'entrée pour pouvoir se dire « J'ai envie d'aller là-bas », en fait, il n'entrera pas, il va rester sur des préjugés. Tout à fait. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que les Africains eux-mêmes ont honte de leur propre cuisine. Le nombre de fois… Ça veut dire quoi, ça, honte? Le nombre de fois sur les réseaux sociaux, ou sur Twitter, où je vois des gens qui disent « Oui, mais nos cuisines, on ne mange pas ça au restaurant. C'est un truc qu'on mange qu'à la maison. » Je veux dire… c'est vrai. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en Alsace. Il y a plein de restaurants où c'est typique la cuisine alsacienne. Et tu as même des restaurants où quand tu veux manger autre chose que la cuisine locale, c'est plus cher. Oui. Ils font exprès d'augmenter, c'est souvent 2-3 fois plus cher pour obliger les gens à manger local. Parce que eux là-bas, ils sont très fiers de leur cuisine. Quand tu vois que nous, même jusqu'à dans les présidences de nos chefs d'État, tu as des cuisiniers qui sont français. Comment ça? C'est étonnant. Tu as des cuisiniers qui sont français à la présidence de nos pays. Français, cuisiniers français. Exactement. Je prends un exemple tout bête. Au Gabon, c'est un ancien de l'Élysée. Waouh! Donc quand vous voyez ça, waouh! Donc vous imaginez bien que quand il va y avoir un repas là-bas où le président va accueillir un chef d'État, ce cuisinier français, il ne va pas faire la cuisine locale. Oui. Il va faire bien sûr. Les seuls que j'ai vus en Afrique qui sont vraiment très très fiers de leur cuisine, c'est souvent les Africains anglophones, notamment Éthiopie, Ghana, Nigeria. Le nombre de fois où, je me rappelle une fois, j'étais à Chambéry, j'ai rencontré un réalisateur ghanéen. Il m'a vu, je crois que c'était la première noire qu'il voyait. Il m'a dit, trouve-moi un restaurant où je peux manger un truc africain parce que depuis que je suis là, on me fait manger des trucs bizarres. Mais pareil, je me rappelle encore, à l'époque, ça fait beaucoup d'années, j'avais eu un collègue nigérian qui venait moi je me mettais dans une boîte de pétrole. Comme le Nigeria a beaucoup de pétrole, il avait été envoyé en mission en France. Pareil que toi, je pense que c'était le premier Africain qu'il croisait dans les couloirs. On a sympathisé. Quelques heures après, il m'a dit en anglais, est-ce que tu connais pas un endroit où je peux manger du héros ici à Paris? Parce que je suis fatigué de manger les faux trucs qu'on nous donne ici. Et pourtant, malheureusement, l'Africain francophone va avoir un réflexe différent. Bien sûr. Si tu lui dis on va manger le mafé, non, et tout, hein. Mais bien sûr. Mais de toute façon, regarde, on est bientôt dans les fêtes de fin d'année. Oui. Les Français, ils vont manger des choses de chez eux. Le foie gras, le saumon, c'est là qu'on mange les escargots, ils vont manger le civet, leur viande de leur gibier et tout, parce que c'est vraiment les plats de fête. Nous, Africains, qu'est-ce qu'on va manger? Le foie gras, le saumon, l'escargot. Même les Noirs américains, quand ils sont chez eux, ils ont des plats typiques de fête de chez eux, de la soul food qu'ils mangent. Parce que c'est vraiment, il y a une importance, il y a un héritage qui est attaché à ça. Nous, on n'a pas, il y a comme et de plus les années passent, plus je vois même la jeune génération est déconnectée face à ça. On est même les plus grands buveurs de champagne. Ah oui, on est les plus grands. Les vins Bordeaux, tout ça. Bien sûr, on connaît souvent même mieux que des Français. Oui. On n'est pas assez fiers. Donc, si nous-mêmes, on ne popularise pas, si nous-mêmes, on a honte, tu reçois un ami français à la maison, tu veux lui montrer que tu sais faire la blanquette. Au lieu de lui montrer. Mais bien sûr. Donne-lui le poundou. Bien sûr.
comment C'est vrai, tu as raison. qu'ils puissent On s'en rend pas compte. Hein? Non, on s'en rend pas compte, mais c'est très politique. Ouais. La France a compris une chose en matière de colonisation, que la colonisation passe aussi par la culture. Bien sûr. Et la culture, la gastronomie fait partie de la culture. Tout le monde sait dans le monde que la France, c'est la meilleure cuisine au monde. Bien sûr, alors que c'est pas vrai C'est dans discutable, les faits. c'est discutable. Mais les gens, ils ont réussi à mettre ça dans l'inconscient des gens. Il n'y a pas très longtemps sur les réseaux, j'ai eu une qui se moquait parce que j'étais au Gabon et je mangeais en petit déjeuner. J'avais le manioc avec, nous on appelle ça les atangas, les prunes et tout ça là. Elle m'a dit oui, mais comment vous pouvez manger ça? J'ai dit mais tu veux que je mange Qui se quoi? moquait? Une Africaine sur les réseaux sociaux. J'ai dit mais tu veux que je mange quoi? Du pain beurre. Pain beurre, croissant, pain au chocolat. Je lui ai dit mais... Et c'est pour ça, et ça c'est bizarre parce que c'est pour ça aussi que les boulangeries prospèrent en Afrique. Parce Bien que sûr. c'est pas dans les habitudes africaines de Non, manger du pain. c'est pas dans notre culture. C'est pas dans notre culture. C'est pas dans notre culture. Tu vas en Chine au petit déjeuner, ils ont leur repas chinois. Tu vas en Italie, ils ont leur chose. Nous sommes les seuls qui mangeons comme des Français. Et si tu vois quelqu'un qui mange autre chose, va dire ah. C'est aussi pour on ça. va En se fait, on ne moquer. s'en rend pas compte, mais économiquement, c'est aussi pour ça qu'il y a des liens très forts. C'est pour ça que l'Afrique importe énormément de blé. Parce qu'il faut Exactement. qu'on puisse faire du pain pour nourrir des millions d'Africains. Exactement. Et ça, c'est parce qu'on a pris une habitude alimentaire qui n'est pas à la base la nôtre. Le nombre de fois où je vais en Afrique, je suis à l'hôtel et je veux manger local. Alors, je peux comprendre qu'à l'hôtel, il y ait différentes nationalités, donc on peut proposer un petit déjeuner français et tout ça. Mais il n'empêche qu'il peut y avoir une partie locale. Il faut qu'il y ait une partie un locale. des produits et le nombre de fois. Et je demande, mais il n'y a pas. Elle dit, ah, mais ici, les gens n'aiment pas ça. Je dis, ah bon? Tu as demandé, Je dis, tu as moi, je- proposé à qui? Je dis, moi, je ne viens pas de loin, je ne viens pas au Sénégal pour manger du croissant. Je ne viens pas au Togo pour manger du croissant ou du pintade de frites. Je veux manger local. Mais je vais te dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Quand je fais des événements en Afrique, tu vois, un peu comme ici à Paris, j'ai des dîners VIP avec des trucs. Et moi, au début, naïvement, ce que je cherchais dans ces dîners-là, c'était de trouver des beaux cadres et tout, mais on allait manger de la bouffe locale. Bien sûr. Oh C'est eux-mêmes qui te J'ai disent fait que- ça une fois. On m'a dit, Philippe, tu es gentil et tout, mais prochaine fois que tu fais un dîner comme ça, ne nous amène pas dans ce genre de restaurant, s'il te plaît. Amène-nous là où on va manger du foie gras, là où on va manger du saumon, là où on va manger... Je les regarde, mais je dis, mais ça c'est plus bon que ce que... Moi, j'ai des clients, ce sont des riches milliardaires nigérians. Quand ils viennent à Paris, ils ne veulent pas manger foie gras. Ils veulent que je leur fasse égoussi. Ils veulent que je leur fasse hérou. C'est ça qu'ils demandent. C'est culturel. Ils viennent à Paris et pourtant on est dans le pays quand même de la gastronomie et tout ça. Ils ne veulent pas manger ça. Ils veulent manger mais je n'ai ça qu'avec les Nigérians ou certains Congolais. Parce que les Congolais, souvent, ça va être moitié-moitié. Donc, les seuls vraiment clients que j'ai vus qui sont vraiment très attachés à leur patrimoine culinaire, on va avoir les Nigérians, les Ghanéens, qui, quand ils viennent à Paris, vraiment, ils demandent la nourriture locale. Et des fois, les Congolais, mais eux, c'est moitié-moitié. Donc, c'est une semaine, on va avoir la cuisine française, et puis l'autre semaine, ils veulent retourner dans leur pays. Donc, ils vont avoir deux chefs, en fait. Et c'est là où je me rends compte qu'on a vraiment un problème avec cette culture-là. Mais je pense que ça va venir parce que pendant longtemps, de porter les cheveux naturels, ben, voilà, on était vus comme les filles du village. Maintenant, ça revient à la mode. Pareil, quand on portait des tissus de chez nous, on disait « Ah, toi, tu viens du bled ». Maintenant, c'est élégant et on a de plus en plus de créateurs africains et on est fiers de porter leurs créations. Donc, je pense qu'au niveau de nos cuisines, ça arrive. Mais moi, ce que je déplore, et j'espère que ça n'arrivera pas, c'est qu'un jour, on puisse dire ben, le meilleur mafé de Paris, ben, ce soit un chef français qui fait ça. Parce que malheureusement, eux, ils s'intéressent vraiment à nos cuisines. Tu as commencé à me dire ça en aparté, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Mais ce que je t'ai dit, c'est encore rien. Là, j'ai eu la semaine dernière, en fait, je travaille avec un groupe de chefs, on travaille pour un groupe agroalimentaire. Et là, ils s'intéressent au wagashi. Le wagashi qui est le fromage peul. Le fromage peul qu'on retrouve donc partout, il y a des peuls, donc au Togo, au Sénégal, un peu au Mali. Et ils veulent le faire en version industrielle pour leur clientèle française.
parce qu'ils sont dans l'innovation. Et j'étais juste, parce qu'ils m'ont demandé, oui, mais tu connais ça et tout. Je dis, oui, je connais ça, pourquoi? Ils me disent, non, mais en fait, on est intéressé, on voudrait faire ça. Sauf que quand tu vas dans nos pays, le wagashi, c'est le truc du pauvre. C'est les pauvres qui mangent ça, les gens qui n'ont pas le moyen pour pouvoir faire manger de la viande, parce que c'est riche en protéines. C'est des choses que nous-mêmes, quand on voit ça, on te dit, non. Et pourtant, les Américains sont parvenus à nous faire aimer le hamburger. Bien sûr. Pain, ketchup. Le pain chargé. Pain chargé. Le pain chargé. Le pain chargé. Tu vas loin. Et c'est ça qui me frustre en fait, parce que même dans les écoles, j'essaye de sensibiliser, parce que je travaille chaque année avec des lycées hôteliers où je sensibilise les jeunes qui sont issus, en tout cas qui sont afro-descendants, pour leur dire, mais n'oubliez pas vos racines, n'oubliez pas nos épices. Nous, on s'éloigne de nos épices pour pouvoir utiliser de plus en plus de cubes, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Nos épices, très peu de gens aujourd'hui savent les utiliser, doser, cuisiner avec. Mais nos épices, les Blancs, en tout cas les Occidentaux, ils s'intéressent à ça. Quand tu vois le poivre de Penja qui, quand tu le vois en France, c'est 120 € le kilo. Au Cameroun, il n'est pas vendu 120 € le kilo. Même pas le tiers. Et les gens qui achètent ça, qui viennent nous revendre ça cher ici, ils se font du beurre. Et ce n'est pas dans l'argent des Camerounais que ça tombe. Et les épices comme ça ne fait qu'augmenter. On voit le baobab de plus en plus dans les magasins bio. Des grandes marques qui font le moringa maintenant. Le fonio qui commence à rentrer, parce qu'ils se rendent compte, en plus, le fonio, c'est une céréale qui n'est pas très travaillée, qui est encore vraiment brute. Ce n'est pas comme le blé qu'on a modifié plusieurs fois, que c'est bon pour la santé. Ils s'intéressent pendant que nous, on veut manger des frites, on veut manger la pomme de terre qui ne vient pas de chez nous, on veut manger plein de choses et c'est dommage. Extrêmement dommage. Mais en fait, tu vois, quand tu l'expliques comme ça, on se rend bien compte que la bouffe, c'est politique. C'est politique, complètement. C'est complètement politique. Et de toute façon, on le voit, les Asiatiques, quand ils viennent dans un pays, ils s'adaptent, mais ils ne s'intègrent jamais. Nous sommes les seuls, notamment africains francophones, à nous intégrer. On veut s'intégrer complètement, montrer qu'on est même plus français que le français. L'Asiatique, il va venir, il va continuer à manger comme il mangeait chez lui. Il va continuer à aller acheter là où il achetait chez les frères. Il va continuer, il va juste essayer de parler un peu la langue et même encore, ça dépend. Mais sinon, dans les vraies habitudes de tous les jours, il reste ancré dans sa culture. Les Indiens vont faire pareil. Mais nous, surtout en Afrique francophone, on est les premiers à être les plus grands consommateurs et c'est ça qui est dommage. Quand tu arrives, si tu ne changes pas ton accent, c'est que tu n'es pas encore, tu n'es pas encore en France quand même. Oui, on est les premiers, la voix va changer, la façon de s'habiller va changer et tout. Tu sais qu'il y a des Africains qui ont, j'avais discuté une fois, ça m'avait vraiment choqué. Il y a des Africains qui trouvaient malséant de porter des boubous pour aller au travail. C'est des cadres. Et ils me disaient, mais non, je ne peux pas porter des boubous pour aller au travail. Tu peux mettre la cravate. Ce n'est pas des tenues pour aller au travail. Tout le monde va me regarder bizarrement. Non, j'ai entendu ça, ouais. Tu as énormément de choses comme ça. Moi, des fois, même quand ils commencent à vendre certaines notes, le nombre de fois où quand je suis à Libreville, on dit, oh, chef Anto va aussi acheter le pain chez le boutiquier. Je dis, mais chef Anto mange aussi ça. Je dis, mais pourquoi je devrais changer de ma façon d'être? Et je leur dis toujours, mais avant d'être ce que je suis aujourd'hui, je mangeais comme tout le monde, c'est ça que je mangeais. Je mangeais avec les doigts. Des fois, les gens me regardent, elle mange avec les doigts. Oui, il y a aussi beaucoup d'Africains ont honte de manger avec les doigts. Mais ça fait partie de... Je veux dire, le Chinois, il mange avec ses baguettes. Tu as même des restaurants où il n'y a que la baguette. Tu te débrouilles. Et ça me fait toujours rigoler quand je vais dans des restaurants avec des potes africains. Et moi, je ne sais pas manger les baguettes et je ne veux même pas apprendre. Et tu vois que le gars, il veut te snobber. Genre, moi, quand j'arrive, je prends avec les mains ou avec une fourchette. Il me dit, mais toi, tu manges pas avec les baguettes? Non, je ne mange pas avec des baguettes. Tu sais pas manger avec des baguettes? Non, je ne sais pas manger avec des baguettes. Mais pour lui, c'est un exploit. Bien tu sûr. vois? Je ne comprends pas. Mais c'est pour ça que nous sommes les seuls à vouloir à tout prix intégrer les cultures des autres et oublier les nôtres. Ouais. Et on le voit beaucoup dans la cuisine.
Beaucoup, on est les premiers consommateurs. Il n'y a qu'à regarder, on mange beaucoup de pâtes, on va manger beaucoup de pain, on va manger. Et le problème, moi, en plus, je me suis rendu compte de ça, je ne le savais pas. C'est quand je suis arrivée en France, j'étais souvent malade parce que j'avais le côlon qui était devenu lent. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et un jour, en discutant avec mon généraliste, il m'a dit, ah, mais vous venez d'où? Parce que vous avez un accent et tout ça. Donc, je dis, je viens du Gabon. Et il commence à s'intéresser à ce que je mangeais. Et je lui dis, ben non, là-bas, je mangeais beaucoup de manioc, beaucoup de patates douces. Donc, il me dit, ah, mais je me rends compte, là où vous étiez, vous ne mangez pas beaucoup de blé. Je dis, non, mais en fait, nous, on ne cultive pas le blé. On mange occasionnellement, mais ce n'est pas dans nos habitudes. Et il me dit, ah, mais en fait, depuis que vous êtes ici, vous mangez énormément de blé. Je dis, oui, ben, quand on est étudiant, ben, ça va être les pâtes, ça va être les sandwichs, ça va être, parce qu'en plus, on est en France, Philippe, donc il faut manger, Bien profiter. sûr. Et il m'a dit, essayez pendant une semaine de manger que de la nourriture africaine. Et pendant une semaine, j'ai suivi. Il m'a dit, vous ne mangez pas de pain, pas tout ce qui contient du blé, vous laissez, vous mangez que des produits qui ressemblent à des produits de chez vous. Et j'ai vu mon transit reprendre. Et quand je suis allée le voir, il m'a dit, en fait, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que quand tu as grandi dans un environnement, quand tu changes d'environnement, si tu changes complètement ta façon de manger, ton corps ne comprend pas. Et donc, beaucoup se retrouvent avec des problèmes d'estomac, des constipations et tout ça, parce qu'ils intègrent complètement la culture d'un autre pays leur corps, en fait, ne comprend pas. Et donc, il m'a dit, vous, c'est pas que vous êtes allergique au gluten ou vous faites une intolérance, c'est juste que votre organisme n'est pas habitué à manger autant de gluten. Donc, vous devez faire attention, vous devez garder votre façon de manger comme vous étiez en Afrique. Et c'est ce que j'ai fait, ce qui fait que je n'ai plus de... Parce qu'on est souvent ballonné et tout. Et quand on regarde en Afrique, quand on regarde plutôt la diaspora, tu discutes avec les gens, tu dis, ah oui, je suis ballonné, j'ai mal au ventre et tout. Souvent, c'est parce que dans leur façon de manger, ils ont complètement laissé ce qu'ils mangeaient en Afrique pour pouvoir adopter carrément une culture culinaire qui n'est pas la leur. Et ça leur pose des problèmes parce que leur organisme ne reconnaît pas ce qu'ils sont en train de manger. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Vu que tu as des pages, je pense que c'est super important que des gens comme toi aient davantage de visibilité parce que tu as des canaux dans lesquels tu parles justement de cuisine et bien d'autres choses. Alors, j'ai une chaîne YouTube, Le Chef Anto, où je partage justement, je parle de produits, je parle aussi d'histoire de cuisine africaine et je réponds aussi aux questions que les gens peuvent me répondre. Et puis, je suis sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Le Chef Anto, on me trouve facilement. Super, donc franchement, c'est un compte à suivre, c'est quelqu'un à suivre. Je pense que là, on n'en a abordé que quelques sujets, le temps passe tellement vite. Mais juste avant de partir, je voulais quand même te poser une question toute simple. C'est que tu as quand même aujourd'hui réussi dans un domaine que l'on considère, voilà, c'est pour les gens qui n'ont pas d'ambition, c'est pour les gens qui... toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui, peut-être dans ton cas, il y a pas mal d'années, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire quelque chose dans un domaine peut-être dans lequel et il rencontre une certaine opposition. Les parents ne sont pas d'accord, c'est pas la peine de faire ça. Et ça arrive souvent, tu vois. Peut-être que quelqu'un veut faire du théâtre ou du cinéma ou quelque chose comme ça, quoi, dans lequel il pense qu'il a une attraction. Mais quand les parents regardent l'investissement et ils voient la rentabilité, ils se disent non, ça vaut pas la peine. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces personnes? À ces personnes-là, ce que je vais dire, c'est de faire comme j'ai fait. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est quand j'ai des jeunes qui me disent « Oui, mon père, par exemple, veut que je fasse comptabilité, mais moi, c'est la pâtisserie. » Et donc, je demande, je pose des questions classiques. « Ah bon, tu fais la pâtisserie, mais est-ce que tu as un petit commerce où tu vends des gâteaux et tout ça ?» Souvent, ils me disent « Non. » « Est-ce que tu as une page Instagram où tu partages, tu fais souvent des réalisations et tu partages ce que tu fais ?» Ah non, ils n'ont rien sur les réseaux sociaux, rien, aucun commerce. Mais tu veux que ton parent investisse dedans. Moi-même qui suis maman, je leur dis, moi-même, j'aurais dit non. Ben oui, parce que maintenant que je suis maman, je me rends compte que finalement, c'était pas pour me nuire. C'est parce que déjà à cette époque, il n'y avait pas de référence dans ce domaine-là. Et surtout, ils avaient peur.
de se dire que elle va faire des études, elle va pas être bien payée, elle va peut-être être maltraitée en travaillant pour quelqu'un, c'est pas un métier d'avenir, est-ce qu'il y a beaucoup de travail dedans? Ce qu'on veut en tant que parent, c'est d'abord que son enfant puisse être épanoui. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si ton truc c'est le maquillage, si ton truc c'est la cuisine, si ton truc c'est là, tout le monde au quartier doit savoir que quand on a besoin d'une maquilleuse, c'est elle. On ne doit pas réfléchir et se demander que, je veux dire, moi, en ce qui me concerne, les gens, pour eux, ils ne sont pas surpris. Parce que depuis toute petite, on m'a toujours vue en cuisine. Quand j'étais au quartier, quand on avait des choses, je faisais la cuisine. J'ai toujours fait ça. Même à l'église, quand on allait avec les parents, j'étais à aider les mamans en cuisine. Donc, on m'a toujours vue dedans. Donc, ce n'est pas une surprise de me voir aujourd'hui continuer à faire ça. Parce qu'on m'a toujours connue là-dedans. Donc, c'est trop facile de dire, oui, mon parent me bloque. Mais ton parent te bloque parce que tu ne lui as pas montré avec les peu de moyens que tu as que c'est possible, que tu peux gagner de l'argent avec. Si avec le peu de moyens que tu as, tu montres que tu peux faire des choses, ils vont investir encore plus. Ils vont se dire, si avec un peu, il fait déjà 100, si on met encore un peu plus, il va nous faire 10 000, 100 000 et 1 million. Donc moi, c'est ce que je conseille aux jeunes, c'est de vraiment passer à l'action. Le problème, ce n'est pas un problème d'argent. Moi, j'ai commencé, j'avais 10 000 francs. Oui. Ma mère m'a donné 10 000. Quand elle a vu comment j'ai multiplié, elle a dit, bon là, avec le peu de connaissances qu'elle a, si on l'envoie se former, elle va ramener plus. Et et elle n'a pas menti. Donc, le problème, ce n'est pas un problème d'argent, c'est de commencer au niveau où on est avec les connaissances qu'on a. Un jour, il y a une porte qui va s'ouvrir, c'est obligé. Un jour, il y a une porte qui va s'ouvrir. Pour quelqu'un qui veut se reconvertir, qui veut se dire, je veux me reconvertir parce que je suis dans une branche et je veux faire, c'est de passer à l'action toujours. Moi, ce que je conseille, c'est de commencer à côté avec un blog, toujours. De ne pas peut-être quitter son travail tout de suite. Commencer avec un blog, commencer à faire même des extras. Parce que souvent, de loin, on a l'impression que la cuisine, c'est sympa. Mais quand on travaille dedans, on se rend compte que ce n'est pas si sympa que ça. Ouais. Le nombre de gens qui étaient avec moi à l'école, qui ont abandonné et qui ont payé les écoles chères. Les parents payaient cher. Plus de 10 000 € pour que tu abandonnes pour faire un truc qui n'a rien à voir. Tu imagines, c'est du gaspillage d'argent. Donc, il faut, si vous voulez vous reconvertir, essayer de prendre même un job du soir ou du week-end pour travailler dans un restaurant, voir comment ça se passe. Comme ça, vous avez vraiment une vraie image du métier. Et si vraiment ça vous passionne, vous vous lancez dedans. Tu as beaucoup insisté, tu as beaucoup parlé de l'aspect, alors tu as parlé de deux choses quand tu as expliqué pourquoi est-ce que, d'après toi, les Français notamment ne connaissaient pas assez notre culture culinaire. Et tu as parlé du fait que les Africains avaient honte. Comment on fait alors pour avoir de la fierté? Parce que j'aimerais quand même qu'on sorte sur ça, parce que peut-être que des gens nous ont regardé, là, ils se sont dit, mais en fait, elle a raison. Là, quand elle dit ça, elle parle de moi. Mais comment je fais? Comment on fait pour se réapproprier ou je sais pas, comment toi tu fais? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui aujourd'hui ont peut-être parfois peur du regard? Parce que c'est peut-être ça. Hein. Oui. Il y en a qui, quand ils arrivent en Afrique, ils sont très contents de remanger cette nourriture-là. Oui. Mais ici, quand ils sont ici, ils se cachent. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Déjà, d'inviter les collègues qui sont les Blancs, les Asiatiques et tout ça, le Maghrébins, à venir partager un repas de chez eux et de leur parler aussi du plat. Parce que je me suis rendu compte que souvent, les gens sont intrigués par les textures. Mais quand tu leur parles, tu leur dis non, ça c'est fait comme ça, c'est tel produit, voilà pourquoi ça se goûte comme ça. Finalement, le goût qu'on trouvait un peu bizarre, on le trouve plus bizarre parce que l'histoire a carrément changé la perception qu'on avait par rapport au produit. Donc d'inviter les amis, de pouvoir en parler. Ceux qui ont des blogs, faites des photos, montrez quand on fait la fête. Faites des fêtes avec des plats locaux, filmés, partagés. En fait, c'est ça cette fierté-là, c'est de montrer que quel que soit comment je suis habillée, je n'ai pas besoin d'être forcément, même en costume, je suis contente de manger avec les mains un plat de chez moi, je suis contente d'apprécier, je suis contente. Le nombre de fois et c'est souvent, comme je dis, au Nigeria ou alors au Congo, je voyais des gens qui étaient en costume, qui venaient manger le mitumba, qui sont là. Tu sens qu'il y a vraiment un côté très fier par rapport à ça. Et moi, c'est ce que j'encourage en fait les gens à faire. C'est de commencer par le cercle des amis, de la famille. Plus on va populariser, plus on va en parler, plus on va partager. Lorsqu'il y a des fêtes de voisins ou même des fois même à l'école,
votre enfant, il doit rapporter quelque chose de cuisiné. Faites quelque chose qui va intriguer les autres, dire on ne connaît pas, qu'est-ce que c'est. C'est comme ça qu'on ouvre les portes, qu'on popularise et surtout que certaines peuvent se dire en fait il y a un marché donc on va pouvoir produire pour cette clientèle-là. Merci beaucoup, Chef Anto. Ce que je propose, c'est que quand la vidéo sortira, peut-être qu'on prenne le temps, peut-être un dimanche en live pour en reparler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être bousculées par ce que tu as dit et qui auront peut-être d'autres questions à te poser. Ce serait bien qu'on leur donne du temps aussi pour qu'ils puissent t'exprimer toutes ces choses-là. Je te laisse dire le mot de la fin. Alors, en mot de la fin, je dirais celui qui contrôle votre nourriture vous contrôle vous. Parce qu'il peut vous tuer ou vous donner de la vie. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens, contrôlons notre nourriture, contrôlons notre gastronomie. Ce serait dommage que dans quelques années, tout le secteur de nos épices, de nos produits fondamentaux, et on le voit avec l'attiéké et les Chinois qui sont premiers producteurs maintenant au monde d'attiéké, ce serait dommage que tous nos produits soient contrôlés par d'autres personnes parce qu'une fois de plus, ce sont eux qui vont nous nourrir. Et si ce sont eux qui nous nourrissent, ben forcément, si le jour où ils veulent nous exterminer, ils pourront le faire parce que c'est notre subsistance. Donc il faudrait qu'on reprenne le contrôle de notre nourriture, de nos cuisines, de tout notre art culinaire parce que l'Afrique a beaucoup à offrir en termes de techniques de cuisson, en termes de produits. Nous avons beaucoup à offrir. Mais écoute, c'est drôle parce que ça me rappelle un peu ce que je dis souvent aux gens qui disent oui, il ne faut pas prendre le vaccin parce que les Européens veulent nous empoisonner, nous tuer avec ça. Bon, après, bien évidemment, chacun est libre ou pas de prendre le vaccin, c'est une question personnelle. Mais je leur dis souvent, mais tu sais, si les Européens veulent nous empoisonner, ils n'ont pas besoin d'attendre le vaccin. Tu n'as qu'à regarder toute la nourriture qu'ils nous envoient et que l'on mange depuis des années pour te rendre compte que s'ils veulent nous faire du mal, ils ont plusieurs moyens de le faire. Il n'y a pas que au travers du vaccin, ça peut se faire au travers de la bouffe, ça peut se faire au travers des vêtements, ça peut se faire au travers des ordinateurs. Et ça, c'est la conséquence d'un continent qui est dépendant des autres à tous les niveaux. Merci, Chef Anto. Merci, Philippe.